Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Keun. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro du Synthé Night Club. On se retrouve donc après un match qui fait du bien, un match où on aura découvert un peu mieux le jeune Namri, dont on avait annoncé l'arrivée en direct dans le Synthé Night Club d'ailleurs. Un match qui peut faire du bien aux têtes vertes pour préparer sereinement l'entrée en lice en Coupe de France, mais un match qui ne doit pas éclipser non plus les problèmes encore pourtant bien présents. Alors pour parler de tout ça, j'ai convoqué un trio de choc, qui n'a rien à envier à la MSN ou à la BBC, un trio qu'on appellera ce soir PHK. Attendez, non, ça c'est pris, c'est une marque de sac de luxe. Alors attendez, je cherche. HPK, non, ça c'est un club finlandais de hockey sur glace basé à Hämeenlinna. Ok, non. Peut-être KHP. Ah non, ça c'est hydrogénophthalate de potassium. Bon, écoutez, pour ce soir, on les appellera simplement Pierrot, Hervé et Karl. Et donc, je vais donc accueillir tout de suite Hervé. Bonsoir Hervé. Salut Keun, comment ça va? Bah écoute, ça va. J'ai tenté un truc avec l'hydrogénophthalate. Je suis pas sûr. Ouais. Après, il y a DSK qui est pas très très loin. Ouais, enfin DSK, HPK. Ouais. Bon, on enchaîne. Oui, il vaut mieux. Bonsoir Pierrot, ça va? Salut, ça va et toi, Keun? Bah écoute, ça va. Nickel. Et bravo pour ton... Je sais pas combien de temps tu mets à faire tes introductions, mais il y a de la attends, c'est pas recherche. fini. en C'est tous pas les cas. fini, attends, avant de me dire bravo, il y a encore une ou deux blagues vaseuses. Et bonsoir Karl, bonsoir. Bonsoir Keun, bonsoir Pierrot et Hervé, bonsoir le chat. On est évidemment, comme tu viens de le dire, en direct sur Twitch, donc merci à tous les gens qui sont présents dans le chat. Participez à l'émission, donnez votre avis. Karl vous lit attentivement et s'il y a des trucs pertinents ou marrants, il les fera remonter. Je garde un œil sur vous également. Avant qu'on commence, petite précision vis-à-vis de l'émission de la semaine dernière. Alex, qui était présent, avait un petit message à faire passer. Il maintient l'intégralité de ses propos concernant son questionnement vis-à-vis du manque d'expérience du board en place, mais il aimerait préciser une info erronée. Contrairement à ce qui a été dit, Samuel Rustem, l'actuel directeur général adjoint délégué aux activités sportives, n'était plus à Valence lors de la liquidation du club drômois. Voilà, donc la rectification est effectuée. Ce soir, on va donc revenir en détail sur la prestation des Verts contre Amiens. On écoutera la chronique d'Hervé, L'amour est dans le pré. Et puis on parlera également du prochain match, l'entrée en lice en Coupe de France contre Rodez. Et donc on commence tout de suite avec le débrief de la victoire contre Amiens et à nos adversaires du week-end. On leur dit, on reste amis, hein? Amis, hein? On avait compris, Keun. Ouais. Putain, vous avez dit que vous rigoleriez. T'inquiète. Ouais. Allez, jingle débrief. Active Synthé Night Club, le débrief. Putain, c'est ça qu'on appelle un bide, donc. Ok, super. Alors, messieurs, on va commencer le débrief du match contre Amiens. Première question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous avez vu une réelle amélioration ou est-ce que c'est seulement la réussite qui tourne enfin en notre faveur ? Traduction, est-ce qu'on a vu un match de qualité sensiblement similaire à des précédentes défaites, mais avec cette fois-ci une réussite un petit peu plus de notre côté ? Qui veut commencer ? Moi, je veux bien prendre la main. Déjà, la réussite, il faut savoir la provoquer, chose qu'on avait été complètement incapable de faire face au PFC une semaine plus tôt. Vu la situation dans laquelle on se trouvait et où on se trouve encore, l'important, c'était de revenir à des basiques, comme on dit. Solide en défense, solidaire, ne pas laisser trop d'espace, avoir un bloc équipe assez compact. Et de ce point de vue-là, je trouve que les Verts ont montré quand même un bien meilleur visage. On a été beaucoup plus présents dans l'intensité, dans les duels, marquage beaucoup moins élastique que ces derniers temps. Ça fait une petite victoire dans le jeu, mais qui fait énormément de bien. Donc moi, je trouve qu'on a retrouvé certaines valeurs qui doivent être les valeurs minimales si on veut empocher quelques points et des victoires. Mais quand tu parles de valeurs, c'est des choses que tu n'avais pas vues justement sur les précédents matchs ? En tout cas, pour parler juste du match d'avant, le PFC, où en plus j'ai eu la joie d'être à Geoffroy-Guichard, où il n'y avait pas d'envie, il n'y avait pas d'allant, il n'y avait pas de générosité, il y avait même en termes de solidarité, c'était pas
c'était pas gagné, c'était un match très très pauvre de ce point de vue-là. Et là, face à Amiens, je trouve qu'on a su retrouver un petit peu tout ça. Alors, c'est moins brillant que certains matchs qu'on a pu faire, notamment dans le mois de septembre. Mais c'est des matchs au final où, en débrief, on disait on aurait dû le gagner, on n'aurait pas dû faire match nul, on n'aurait pas dû le perdre. Là, c'est moins brillant, mais ça a été plus efficace, effectivement. Et moi, j'insiste sur ces valeurs un petit peu de combat, entre guillemets, qu'on a retrouvées. Cette combativité, cette présence dans les duels dont parle Hervé, tu l'as ressenti aussi, Pierre ? Moi, je pense que ce qui caractérise notre match, c'est la solidité. On a retrouvé une solidité défensive, peut-être aussi parce qu'on a joué avec un milieu renforcé, 3 défenseurs centraux, un milieu renforcé. Pour une fois, on a défendu en avançant, et ça, je trouve que ça change pas mal de choses. Et je pense qu'aussi, on va en parler plus tard, mais le fait que Dreyer ait sorti un match correct, notamment où il fait un bel arrêt, ça nous a aussi bien aidé d'avoir un gardien qui peut faire des arrêts. Donc pour moi, c'est vraiment une victoire méritée. Même si tout n'était pas parfait, loin de là, on a quand même eu globalement la maîtrise. Donc voilà, on a retrouvé une solidité qui nous fait prendre les 3 points sur ce match, même si c'était pas flamboyant devant. Alors tu parlais effectivement de la solidité du cas du gardien Dreyer. Juste avant qu'on passe aux individualités, Karl, dans le chat, j'ai vu que tu avais demandé un mot pour décrire le match. Qu'est-ce qui ressort un petit peu ? Bon, du coup, le chat a un peu dérogé à la règle, c'est plusieurs mots, mais il y a Céline qui nous dit « enfin une victoire », Lino Flinger qui nous dit la roue tourne a tourné, la réussite qui nous fuyait », Romain qui me casse les bonbons, qui nous dit « ouf, cool, super, content, c'est bon Carluso ?» Oui, c'est bon, chef. Pascal qui nous dit clairement sur ce match, on a senti qu'on avait de la réussite. Pour une fois, l'adversaire n'a pas marqué sur sa première occasion, c'est vrai. Et puis l'arbitrage nous a été pour une fois favorable. Godorix qui nous dit oui, de l'amélioration dans ce système à 3. Oui, enfin l'arbitre est bon, 3 points qui font du bien à la tête surtout. Leïla qui nous dit c'est le même match que contre Bordeaux, à voir la suite. Beaucoup de chance sur ce match-là, il ne faut pas oublier quand même, c'est pour Yo-Yo. De l'envie, c'était beaucoup mieux pour se mettre. Bonsoir, ça n'a aucun rapport, mais bonsoir. et vers 85-77 qui nous dit meilleur dans l'envie et l'animation, mais une offensive devant. Oui. Voilà. Ça, et je ne ferai pas remonter les insultes de Joss Randall, je ne me rabaisserai pas à son niveau. Bien sûr, la maturité n'est pas une question d'âge. La calvitie non plus. Et la calvitie non plus. Vous pensez que c'est pourquoi que je porte une casquette. Y a un mot qui revient beaucoup depuis le début de l'émission, c'est le mot réussite. Alors, il y a une manière de le traduire un petit peu dans le football moderne, cette idée de réussite, c'est les expected goals. Depuis le début de la saison, je ne sais pas si c'est une stat à laquelle vous accordez pas mal d'importance, mais depuis le début de la saison, on était clairement en dessous en termes d'expected goals. Et là, sur ce match, ça a tendance à se rééquilibrer un petit peu. Est-ce que pour vous, ça prédit du coup des jours meilleurs dans les matchs à venir ? Si par expected, alors j'arrive pas à le dire, donc je vais même pas me forcer. Si par là on entend des actions qui auraient dû aller au fond, c'est ça. On pense notamment au centre en retrait de Silva et Chambaud qui la frappe de Chambaud, qui envoie le ballon hors cadre. Et en plus, ça arrive au terme d'une action quand même plutôt bien menée où on repart de derrière, on fait circuler le ballon. Techniquement, c'est plutôt propre comme action. Il n'y a que le dernier geste qui n'est pas là. Ça, c'est des choses qui, à la vidéo, à mon avis, vont être un vrai point d'appui pour le staff stéphanois et pour Laurent Batles, pour justement montrer ce que les joueurs sont capables de faire. Après, sur le côté réussite, on est quand même l'équipe qui, sur plein de matchs, avait 2 tirs cadrés contre lui et ça faisait 2 buts. Donc là, si ça peut un petit peu s'équilibrer, un petit peu tourner, on va pas bouder notre plaisir. Hein. Justement, les tirs cadrés qui font directement but. Pierre, tu parlais du match de Dreyer. On rappelle qu'il fait une magnifique parade en première mi-temps qui nous laisse dans le match quand il y avait encore 0-0. Mais il a été aussi par moments pas forcément très rassurant dans son jeu court, dans son jeu au pied, même sur les relances à la main. Pierre, t'en penses quoi ? Dreyer, Green,
est-ce que c'est quand même fin du débat parce que Dreyer a un capital point beaucoup plus important sur le début de saison, ou est-ce qu'on va continuer d'en parler? Est-ce qu'il y a besoin de recruter? T'en penses quoi, toi, sur ce cas-là? Moi, je pense que les stats parlent d'elles-mêmes. Dreyer, il a commencé 6 matchs, je crois. Dedans, il y a nos 3 victoires de la saison. Il y a nos 3 clean sheets de la saison. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus trop de débat. Dreyer, c'est peut-être pas le gardien du siècle, mais il apporte tout de même une certaine sérénité, ce qui n'était malheureusement pas le cas de Green ces dernières semaines. Alors, je ne dis pas que Green n'a pas de potentiel, hein. Loin de là, il a déjà montré qu'il était capable de faire des bons matchs, notamment en Ligue 1. Mais là, sur les dernières semaines, Green, il avait totalement perdu confiance. Donc, pour moi, c'est une bonne chose de privilégier l'expérience de Dreyer. Tu parlais de recrutement nécessaire. Oui, parce que là, du coup, entre Dreyer et Green, toi, tu trancherais quand même plutôt Dreyer, mais est-ce que s'il y avait la possibilité de recruter un autre gardien, on parlera des pistes qui sont apparues récemment, ça te semblerait quand même être une bonne idée? Eh ben, je pense que c'est un petit peu prématuré de répondre à cette question. D'accord. Personnellement, maintenant qu'il y a l'air d'y avoir une hiérarchie, Dreyer en 1, Green en 2, je laisserai Dreyer jusqu'à janvier. Donc il reste pas énormément de matchs, mais il reste quand même 4-5 matchs. Et en fonction de ses performances, j'aviserai. Après, c'est sûr que j'ai vu passer tu vas peut-être en parler après, mais j'ai vu passer la rumeur Gauthier Gallon On hier. peut en parler maintenant. Voilà, c'est sûr que ça fait, sur le papier, ça fait envie. Donc à voir. Je laisserai Dreyer finir sereinement l'année civile et en fonction de ses performances, j'aviserai. Donnez-nous votre avis justement dans le chat sur ce débat Dreyer-Green. Déjà, est-ce que c'est la fin du débat et c'est Dreyer maintenant sans hésiter, ou est-ce que pour vous il y a encore débat? Et si recrutement, est-ce que la piste Gauthier Gallon vous plaît? Pour rappel, c'est un gardien de 29 ans qui évolue à 3, que Laurent Batles a connu lors de la montée. Il avait été élu meilleur gardien de Ligue 2 lors de la saison 2020-2021 quand 3 est monté avec Laurent Batles, et il a perdu sa place de titulaire à 3 en ce début de saison, donc ça fait partie apparemment des joueurs ciblés. Hervé, je te laisse la parole sur le cas du gardien. Juste rebondir sur quelque chose qu'a déjà dit un petit peu Pierre. C'est vrai que les 3 victoires qu'on a avec 3 clean sheets au bout, c'est Dreyer qui est dans les buts. Ça peut arriver une fois face à Bastia avec l'inoffensivité de Bastia ce soir-là. Ça peut arriver une deuxième fois, et pourtant c'était face à Bordeaux avec quand même une très très bonne attaque. Là, ça arrive face à Amiens, ça fait 3 fois. Au bout de 3 fois, on peut quand même en tirer, à mon avis, des conséquences. Et c'est pas juste le fait du hasard. Je suis pourtant un fervent défenseur de Green, mais là, force est de constater que c'est raté pour en tout cas cette première partie de saison. Après avoir, mais c'est vrai que ça paraît très très compliqué. On va pas refaire un débrief sur Green, ça a déjà été bien fait la semaine dernière, mais là ça paraît trop compliqué. La marche est un petit peu trop haute pour lui, vu la difficulté dans laquelle il s'est mis, même s'il avait été plutôt bon aussi sur certains matchs. Là franchement c'est très très compliqué. Et puis Dreyer, encore une fois, face à Bordeaux à 1-0, ils nous maintiennent dans le match avec un super arrêt. Derrière on va mettre le deuxième qui tue un peu le match. Là, face à Amiens, on est à 0-0. Il sort une super claquette. Donc, ça va être compliqué de sortir Dreyer maintenant des cages, quoi. Ouais. Même si, on le rappelle, on n'est pas non plus convaincu à 2000% par la prestation de Dreyer, qui a montré quelques faiblesses. Hervé, je te fais un petit scénario inspiré par Joss Randall, qui dit: le seul salut de Green est de tenter de se refaire la cerise ailleurs. Au mercato d'hiver, on recrute Gauthier Gallon, il devient numéro 1, Dreyer passe numéro 2 et Green est prêté pour la fin de la saison. C'est un scénario qui, toi, te semble cohérent, ou faudrait quand même garder Green sous la main? Disons que ça me paraît cohérent. Le top du top, ça aurait été de signer Gallon au mercato d'été, de le mettre en numéro 1 et de dire à Étienne Green, voilà, on te met quelqu'un en numéro 1, mais par contre, voilà, quelqu'un d'expérience qui connaît bien la Ligue 2, qui va te faire progresser, à toi d'être intelligent et de se mettre dans ses pas et devenir un petit peu le titiller en termes de concurrence, mais concurrence très saine. Ça aurait été le scénario parfait. C'est pas ce qui a été fait. Mais là, effectivement, si on doit aller chercher un numéro 1, je
crois que Green, éventuellement, le fait de partir en prêt, ça pourrait un petit peu, il avait la tête, comme on dit. Si là, il se retrouve numéro 3 dans la hiérarchie, ça va être encore pire pour le récupérer un jour. Donc l'arrivée de Gallon et un prêt de Green pour au moins 6 mois, ça me paraît effectivement la meilleure solution pour tout le monde. Dans le chat, qu'est-ce qui ressort de ce débat Green, Dreyer, potentiellement Gallon? Bah, déjà, pour revenir sur la prestation de Dreyer, il y a Romain qui nous dit sa parade n'est pas folle, elle est sur lui, mais il sait faire une passe à 2 mètres et le langage corporel parle. Cam qui nous dit bon, il faut quand même recruter. Pascal qui nous dit Dreyer a clairement pris le dessus avec son arrêt décisif et ses sorties aériennes qui rassurent ses défenseurs. Maître Loutre, il nous dit fin du débat jusqu'au recrutement d'un vrai gardien titulaire. Mais du coup, départ de Green, il pose la question. La défense est beaucoup plus rassurée avec Dreyer. En attendant de recruter un gardien plus expérimenté, il est indiscutable que Dreyer doit être numéro 1 pour Piazza le Breton. Albert qui nous dit Green a eu sa chance, il n'a pas su la saisir, Dreyer a pris la place et il est normal qu'il continue dans la cage. Et concernant Gauthier Gallon, juste pour revenir juste avant, Chris qui nous dit on a recruté un gardien numéro 2 alors qu'il fallait recruter un gardien numéro 1. El Cato qui nous dit fin du débat, mais sinon Gallon me plaît bien. Et sinon, si on peut faire Gallon, ne nous gênons pas pour Romain. Gallon a 29 ans, il est en difficulté à 3, il n'est pas meilleur que Dreyer pour Lino Flinguer. John McEnrock qui nous dit Gallon, ça serait une montée en grade. Donc Gauthier Gallon, les avis sont un peu ambivalents. Ok, voilà. Mais c'est quand même, dans l'ensemble, j'ai l'impression que les gens ont l'air plutôt dans l'idée, plutôt pour. Oui. Après, juste, il y a Albert qui nous dit un nouveau gardien, ce n'est pas la priorité. Green a été lâché par sa défense. Dreyer a moins eu de problèmes de défense. D'ailleurs, quand la défense est trouée, il ne s'en est pas mieux sorti. Eh ben, c'est très bien. C'est une belle passe décisive, comme celle qu'a fait. Ouais, j'allais dire Pintor en se cassant la gueule, mais au final, c'est pas une passe décisive. Lino Flinguer disait aussi personne ne va dire une fois que c'est le seul match correct de Giraudon-Briançon. Et bien justement, on parle de la solidité, évidemment, ça passe par le poste de gardien, mais pas que, ça passe aussi par la charnière centrale. Donc, on jouait à 3 derrière avec Petro, Giraudon et Briançon. Qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de notre ligne défensive, messieurs? Est-ce que le clean sheet est en grande partie lié à leur performance, presque plus qu'à celle de Dreyer? Moi, je pense qu'effectivement que déjà la première nouveauté, c'est que notre charnière centrale, notre défense, a défendu en avançant. Ouais. Et ça, c'est déjà pas mal. On n'a pas subi comme on a pu le faire ces derniers temps. Le milieu renforcé avec Mouton, notamment en 6, a bien aidé. Donc, en ce qui concerne les prestations individuelles, effectivement, Briançon, j'ai l'impression qu'il monte en puissance. Il a l'air bon un peu plus serein qu'en début de saison où on sentait qu'il pouvait péter à tout moment. C'est ça, il est mieux placé, il est bon au duel. Faut pas oublier qu'il a été blessé longtemps. Et donc, ouais, une bonne montée en puissance. J'espère que ça va se confirmer. Giraudon, un degré moindre aussi. Il a fait un match correct, mieux également que ses dernières sorties. Et enfin, Petro. Tout est relatif, mais je dirais que c'était quand même un petit peu le maillon faible des trois. Je sais pas, moi je vois pas le Petro que je voyais l'an dernier à Lorient. Mais ça va venir, il revient de blessure, il est arrivé un petit peu tard en fin de mercato. Par rapport, parce que moi j'avoue que j'ai regardé peu de matchs de Lorient l'an passé, c'est quoi que tu trouves qui a changé dans son jeu? C'est la vitesse, c'est lié à des pépins physiques, tu penses? C'est plutôt des questions de placement? Qu'est-ce qui a changé? À Lorient, il jouait dans une défense à 2 avec Laporte, et je le trouvais un peu, enfin, il était vraiment intéressant, il était costaud. Et il se plaçait bien, il jouait juste. Et là, sur les premiers matchs avec l'ASS, ça se voit un petit peu qu'il était en recherche de repères. Après, il s'est blessé. Là, il revenait. Et encore une fois, je trouve que c'était un petit peu le maillon faible des trois. Mais je pense que ça va venir parce que. Faut qu'ils prennent le temps d'apprendre le système un peu plus. Ouais, il jouait à 2 défenseurs à Lorient. Et là, il joue à 3. Donc un petit temps d'adaptation et je suis sûr qu'il pourra montrer le meilleur. Hervé sur la défense centrale?
Ben, je rejoins en tout point par rapport à Briançon qui monte en puissance. Tu disais, on le sentait prêt à péter à tout moment. Il a d'ailleurs pété à tout moment sur le début de saison, que ce soit avec des blessures, avec des cartons rouges, avec beaucoup de cinéma, que ce soit avec l'arbitre ou à se rouler par terre. Là, il a gagné, je trouve, en sobriété, en sérénité. Et ce que j'ai bien aimé, moi, sur le match de la défense, c'est par rapport au marquage, où ils ont été beaucoup plus proches des joueurs adverses. Quand d'habitude, ils avaient toujours 1,50 m ou 2 mètres, un petit peu de retard, où ils les laissaient avancer. Là, effectivement, je trouvais qu'ils étaient beaucoup plus au duel, beaucoup plus au contact. Il y a eu d'ailleurs pas mal de centres amiénois assez dangereux, qui n'ont pas pu être conclus par l'attaquant de pointe, qui était pourtant bien placé, qui recevait le ballon, mais parce que même s'il prenait le dessus dans le jeu aérien, Giraudon ou Briançon étaient souvent là à sauter en même temps que lui, à le gêner un petit peu, donc il ne pouvait pas reprendre les ballons de la tête comme il aurait pu. Donc c'est surtout là-dessus, moi, que j'ai vu des progrès dans cette charnière. Voilà, un petit peu plus dans l'impact, un petit peu plus près des joueurs, un marquage beaucoup plus sérieux, Plus de compact, concentration. quoi. Voilà, beaucoup plus compact, beaucoup plus concentré également. Après, voilà, une petite mention un peu moins bien pour Petro, mais comme ça a été dit aussi, il revient de blessure. Lui aussi, je pense qu'il se met peut-être une grosse pression. Il revient dans le club, ça lui tenait à cœur. Donc voilà, lui aussi, il faut souhaiter une montée en puissance comme sont en train, semble-t-il, de la connaître pour Briançon et Giraudon. Bon, maintenant qu'on a parlé des trois centraux, on va aller s'expatrier un petit peu sur les côtés et parler du jeune Namri, qui faisait sa première apparition donc avec les pros et sa première titularisation par la même occasion. Alors, une fois n'est pas coutume, pour le coup, je vais donner mon avis. J'ai entendu énormément de choses positives sur son match. Il récolte un 7 par les notes de l'équipe. On a quasiment tous noté, il a eu un 7. Ça me paraît quand même assez cher payé. Est-ce qu'on n'a pas un petit biais de jugement du fait qu'on n'est pas du tout satisfait de nos latéraux depuis très longtemps, et dès qu'on a la moindre petite éclaircie, on a envie d'en faire un crack. Est-ce que Namri vous a pleinement convaincu, ou est-ce que c'était un match correct et c'est déjà très bien ? Pour moi, c'est un match correct et c'est déjà très bien. Ouais, après, moi, je pense que s'il a eu cette bonne note, c'est que tous, on est un petit peu plus indulgents parce que c'est un premier match, c'est un gamin qui fait son premier match en pro, donc forcément, on va pas le juger comme un Giraudon qui a 8 ans de carrière derrière lui. Ouais. Donc après, une fois que j'ai dit ça, il a fait vraiment une première cohérente, hein. Je l'ai trouvé très actif, notamment dans les 30 premières minutes. Il a bien tenu ses 90 minutes également, hein. Il a fait son job. On l'a vu devant. La défense n'a pas pris de but, donc il a fait son taf. Après, je me méfie toujours des premiers matchs de jeunes parce que ça peut être un peu trompeur si les joueurs sont sur régime. Donc pas d'enflammade, mais vraiment je demande à le revoir. Et pour sa première, je trouve que ça a été vraiment, vraiment cohérent. Il a rien à envier sur un Silva ou sur un Palencia, sur ce qu'on a vu sur ce match. Donc bravo à lui. Bravo à lui. Surtout qu'il est dans la lignée, comme tu le disais, de plein de jeunes qui, lors de leur premier match avec Saint-Étienne, sont plutôt très convaincants. On se souvient de Bakayoko qui, dès ses premiers matchs, pareil, avait un petit peu crevé l'écran. Aiki, sur le tout début de saison, pareil, on s'était dit, tiens, on a peut-être une bonne surprise du côté des jeunes. Donc on est habitué, je dirais, de manière positive avec les jeunes, où sur leur premier match, on se dit, tiens, là, on tient des tout bons. C'est un petit peu plus compliqué pour eux, des fois, de confirmer. De confirmer. Alors, il y a les contre-exemples. Hein. On a un garçon comme Mouton qui, lui, semble confirmer tout le bien qu'on a pensé de lui sur sa première apparition. Namri, moi, après, pour parler plus précisément de lui, je l'ai trouvé plein d'envie aussi, et ça fait plaisir. Techniquement, il est loin d'être maladroit avec le ballon. Il a tenté beaucoup de choses. Il a subi quelques fautes parce qu'il mettait vraiment à défaut son joueur adverse. Défensivement, pareil, très concentré, très proche du joueur, jamais pris dans le dos ou rarement. Des beaux tacles aussi, parce c'est rare parfois maintenant dans le foot moderne de voir des défenseurs tacler. Lui, j'ai trouvé qu'il avait taclé plein de fois et de manière
plutôt autoritaire et puis très propre. Donc une bonne surprise, mais toujours pareil à confirmer. Et je suis d'accord avec toi, Ken, quand tu dis on est tellement habitué à moins bon que le juste correct ou correct plus prend peut-être des allures de merveilleux. Donc il faut faire attention à ça, mais en tout cas, une première réussite, ça c'est sûr. Ouais. Je me permets, Hervé, je suis d'accord avec ton analyse. Juste quand tu dis que Bakayoko a été bon sur les premiers matchs et peut-être un peu moins après, je trouve au contraire que Bakayoko, Ouais, je suis d'accord. chaque fois qu'on a fait appel à lui, il a fait le job et il l'a plutôt bien fait. Et là, le fait qu'il soit blessé actuellement, je trouve ça un peu dommage parce que pour moi, il a sa place dans cette défense. C'est vrai que j'aurais dû le ranger avec Mouton. Ouais, je pense Dans que le Mouton style et de jeu Bakayoko, qui. Ouais. ouais, je suis d'accord avec toi. Mouton qui me fait beaucoup penser à Camara d'ailleurs dans sa manière de jouer là en ce début de saison. Karl ? Oui. On parlait de Namri dans le chat, ça. Donc, Oui, bon, c'est on ça. a- Je me suis dit, on a parlé de Namri, là, ça va réagir parce que c'était une première, donc les gens ont forcément été attentifs à son cas. Donc pour vers 85-77, Namri, ça a été excellent. Pour Maître Loutre, il faut dire qu'il prend un poste où il n'y avait pas grand monde, mais il a été bon pour une première. Golorix qui nous dit Namri à voir sur la durée, mais un 6, ça suffit. Pascal qui dit Namri, je l'ai trouvé très intéressant défensivement, et défensivement, c'est vrai que ça revient parce qu'il y a Albert, et je sais que c'est partagé par plusieurs personnes, qui dit Namri, match solide défensivement, par contre, il doit offrir plus offensivement. George qui nous dit Namri intéressant, mais à revoir sur quelques matchs. À chaque fois, on s'emballe et après, c'est la douche froide pour Kams, donc attendons un petit peu. Namri me rappelle Fawzi Goulam à ses débuts, mais pas d'enflammade pour Leïla. On lui souhaite la même carrière, en tout cas. Mais qui pourrait savoir quelque chose mais qu'est-ce qui pourrait avoir quelque chose à envier à Palencia ou à Silva, à part leur voiture, pour Lino Flingueur. Ça tacle. Namri, un jeune joueur qui a de l'envie à revoir pour confirmation, pour Piazza le Breton et pour Game Prospect que je salue et qu'on salue. Namri doit progresser offensivement, mais sa fougue et générosité font plaisir. Voilà. Ok, bon, on a parlé assez en détail quand même de l'aspect défensif de cette rencontre, mais ça représente bien un petit peu la physionomie du match, où on a fait un match plus solide que très impressionnant offensivement. Et justement, offensivement, ça a quand même été assez pauvre. S'il n'y avait pas eu ce penalty assez généreux, on va pas se mentir, sur Pintor, on aurait peut-être pas réussi à marquer dans le jeu. Comment vous expliquez ce côté inoffensif offensivement ? Est-ce que c'est simplement l'absence de Crasso ? Est-ce que c'est le niveau de Wadji qui est décidément pas au rendez-vous ? Comment vous expliquez un petit peu ce manque de créativité ? Hervé, je me permets, mais moi, t'as donné la réponse dans la question. Je pense ce manque de créativité, je l'explique en grande partie à cause de l'absence de Crasso, qui est tout simplement notre meilleur joueur et buteur depuis le début de saison. Depuis qu'il est suspendu, on a mis un but en 2 matchs. Et avant ces 2 matchs, on était la meilleure attaque. Donc moi, je vois un lien de cause à effet entre l'absence de Crasso et nos difficultés sur les 2 derniers matchs à marquer. Donc heureusement, on n'a pas pris de but, donc ça aide à gagner des points. Et donc je pense vraiment qu'on a une Crasso-dépendance parce qu'il redescend au milieu de terrain, sa technique fait des différences. Donc je pense vraiment que c'est lié à ça, notre absence. Et on verra à Metz que je suis sûr qu'à Metz, on va retrouver de l'allant offensif. Et à un degré moindre, l'absence de Cafaro est préjudiciable. Alors, il est moins décisif, hein, mais Cafaro en moins, c'est une solution en moins, c'est un joueur en moins. Donc, avec le retour de ces 2 joueurs, je ne suis pas inquiet pour notre animation offensive et ça repartira. On pourra remettre des buts très bientôt. Je précise quand même vite fait, parce que je vois des messages dans le chat, je dis pas qu'il n'y avait pas du tout penalty et que c'est un cadeau. Hein. Je dis juste que le penalty, bon, il est généreux. S'il siffle pas, c'est pas un scandale non plus. Enfin, on a vu pire scandale. C'est ça. Ça, y a pas de problème. Et s'il le siffle le même contre nous, je pense qu'on est tous à peu près à râler. Hein. Ouais.
Et on s'en sort bien parce que Petro, bon, c'est sûr que la faute sur Pinter est légère, mais Petro Oui, fait une faute juste derrière, c'est bon, ça. ça peut siffler aussi. Donc globalement, je pense que on râle assez quand les arbitres sont contre, donc faut aussi le dire quand ça tourne bien pour nous, hein. Et en plus, ça a mis en lumière quand même l'utilité pour Pintor d'avoir des épaules de vipère. Voilà, il est tellement frêle en fait que le penalty devient quasi Et, indiscutable quoi. et il s'est Mais après blessé pour d'ailleurs. Il ouais s'est voilà, blessé en plus ben voilà vraiment. Hein. pour la chute. Après pour revenir sur l'absence de Crasso, ce qui est intéressant avec Crasso, c'est que seul en neuf, et il l'avait montré sur le début de saison, il va arriver un petit peu à s'en sortir. Wadji seul en neuf, c'est C'est plus beaucoup plus compliqué. compliqué. Et le fait que Crasso puisse un petit peu décrocher au milieu, je trouve aussi que ça permet de voir Dylan Chambaud un petit peu plus bas sur le terrain et d'être vraiment à la base et à l'organisation du jeu et d'avoir un vrai lien entre la défense, la récupération et l'attaque. Quand il y a Wadji qui est tout seul, ça fait monter d'un cran Chambaud C'est vrai que c'est qui intéressant n'est ce que tu plus dis. Hein, là. ouais, qui n'est plus à l'organisation et je trouve que c'est en ça également qu'on a on a un manque d'allant offensif quand Chambaud joue un petit peu plus haut pour venir justement épauler Wadji qui tout seul voilà s'en sort pas. Après, on savait que c'était pas vraiment le style de joueur Hmm. à mettre tout seul au milieu d'une défense adverse. Donc voilà, après à espérer dès le retour de Crasso que la connexion entre les deux puisse vraiment prendre forme et prendre vie. Je suis pas Alors, inquiet je suis pas inquiet là-dessus. Moi, je pense que Wadji, alors il est critiquable, hein, mais c'est vraiment pas facile, hein. Offensivement, il a deux pistons pour lui mettre les ballons. Alors Nemri, on en a parlé, c'était son premier match. Pintor de l'autre côté, ça peut être compliqué. Et après, il y a le seul Chambaud qui, pour lui mettre les ballons, il n'y a pas beaucoup de neufs qui s'en sortiraient, je pense, dans cette situation. Donc moi, j'ai pas envie de juger Wadji et je suis sûr que son association avec Crasso, ça ira bien. et oui, c'était intéressant ce que tu disais sur Chambaud, le fait que, effectivement, je pense que c'est plus un organisateur qu'un finisseur. Et là, on le voit quand il est trop aux avant-postes, c'est pas comme ça qu'on voit au maximum ses capacités. On a évoqué le cas Wadji. J'ai l'impression que ça débat sur Wadji dans le chat. Qu'est-ce qui ressort? Ah, alors attends, je vais retourner voir les messages de Wadji. Il y a Ah, Albert qui nous dit il y a Wadji dans le chat? Bonsoir Ibrahima. Oh là là, Albert qui nous dit Wadji est pour l'instant une déception, techniquement faible, mais pas que lui. Aucune frappe cadrée à part le penalty, donc impossible de gagner si on ne cadre pas, n'est-ce pas Chambaud? Il y avait Leïla qui nous dit Wadji sans Crasso, c'est un canard sans tête. Et après, ça parle du penalty. Wadji, c'est effectivement très faible techniquement pour Lino Flinker, véritablement qui prend sa défense et qui nous dit ne soyons pas trop durs avec Wadji. Il vient d'un championnat très lointain. Il est capable de faire beaucoup plus. Le temps fera qu'il aura des automatismes. Il a marqué des buts pas évidents en tour préliminaire de Ligue des Champions. Pour rappel, 2 doublés. Et sinon, concernant l'absence de Crasso, pas d'accord pour Crasso. On devenait inefficace avec lui depuis la titularisation de Wadji en 9. L'absence de Crasso, ça c'est pour Nico. Pour Patrice, l'absence de Crasso se fait cruellement ressentir. Après, je trouve quand même que Chambaud est en dedans. Et enfin, Wadji se bat beaucoup. J'aime beaucoup. Sans Crasso, c'est plus difficile pour lui. Et Green Prospect, enfin, qui nous dit Wadji sera meilleur après la Coupe du Monde quand on saura l'utiliser avec ses qualités et moins avec ses défauts. Ouais. Oui, justement, je vois Pascal aussi dans le chat qui demande est-ce que Crasso va pouvoir purger son troisième match contre Rodez ou les trois matchs doivent être en championnat? Non, c'est toutes les compétitions, Trophée des Champions, Coupe de France et Championnat comptent dans les matchs de suspension. Du coup, Crasso est de retour pour Metz dans 10 jours, dans 2 semaines. Et justement, on parlera du prochain match contre Rodez évidemment, mais Pierre, tout à l'heure, t'insistais sur l'entente entre Wadji et Crasso. Donc toi, au retour de Crasso, tu remets les deux devant ou tu mets Wadji dehors pendant un moment? J'imagine que du coup tu remets les deux. Ouais, moi je mettrais Crasso Wadji devant. Et t'as pas l'impression que le fait que Crasso soit avec un deuxième attaquant, même s'il dit lui préférer jouer comme ça l'a pas un peu nerfé, j'ai envie de dire, pour parler en jeu vidéo? Non, moi je pense que l'idée de Batles, de toute façon, ça sera de titulariser les deux.
Donc je changerai pas cette association. Après, je vais peut-être pas me faire des amis, mais en milieu de terrain, je ferai peut-être, je mettrai peut-être Chambaud sur le banc et je ferai confiance à un milieu de terrain mouton qui est un vrai 6 avec mon conduit en 8 et peut-être Lobry en 10 pour alimenter les deux attaquants. Ok. Hervé, tu voulais rajouter quelque chose sur Ben, Wadji? Ouais, sur Wadji et puis sur Crasso. Crasso, c'est vrai que sur les premiers matchs avec Wadji, il était un petit peu en dedans, mais ça faisait aussi suite à son match stratosphérique face à Bastia. Et des joueurs qui réalisent des triplés, des quadruplés et qui derrière s'éteignent un petit peu parce que un petit peu le sentiment du devoir accompli, un petit peu peut-être le melon qui les gagne, etc. C'est souvent le cas. Donc je pense que la petite méforme de Crasso, elle est surtout dû à ça aussi, de se dire bon, mais moi j'ai fait le taf. Là maintenant il y a Wadji qui est là, donc peut-être que inconsciemment, on en parle souvent de sa nonchalance à Crasso, peut-être qu'il a pas levé le pied, mais qu'il a fait un petit peu moins d'efforts pour être performant. Là, j'espère que les matchs de suspension lui auront fait du bien. Que physiquement, il aura pu également travailler, se remplir un petit peu parce qu'il s'était beaucoup dépensé sur le début de saison. Et moi, j'ai également beaucoup de confiance et beaucoup d'espoir dans l'association des deux. Et Karl, justement, je vois qu'il y a des messages intéressants sur l'association Wadji Crasso dans le chat. Oui, pour Goloris, il y a perso, Crasso, Wadji, je n'ai pas vu d'entendre. Pour Romain, moi j'enlèverais Wadji car je veux garder un milieu travailleur et une équipe plus compacte. Nico qui nous dit pour une fois d'accord avec Pierre. Goloris qui nous dit Lobry est meilleur plus bas, pas en 10, il n'a pas de frappe. Albert qui nous dit Crasso. Il a une bonne frappe, Lobry, justement. Je trouve que il a peut-être un peu presque trop de patates parce que ça fait souvent des 3 points. C'est ça, ça part souvent les transformations. Ouais. C'est ça. Et je me permets de répondre à Nico, il aurait pu mettre pour une fois d'accord, tout court. Hein. Peu importe avec qui, mais pour une fois il était d'accord, Nico Saint-Paul. Je l'embrasse. Et enfin, il y a Albert, pour terminer sur ce débat-là, il y a Albert qui nous dit Crasso Wadji peut être complémentaire à condition que Crasso ne descende pas trop bas. C'est à mon sens pour cette raison que l'association ne fonctionne pas pour l'instant. Et juste, j'en profite pour dire que maintenant, les notes que vous voyez dans le SNC et qui sont publiées sur le compte du Centenary Club sont le fruit d'une moyenne faite avec tous les membres du SNC, pas uniquement ceux qui participent à l'émission ce soir. Et donc, voilà, c'était juste pour expliquer ça. Voilà. Tous les membres du SNC qui le font à temps. Parce que, perso, ça a été publié, j'avais oublié de voter. Sinon, Namri aurait pas eu 7. Ça veut dire, Hervé, que toi, t'as dû mettre 9 à Namri pour que ça fasse une moyenne. Alors, comme toi, c'était bouclé, j'avais pas encore voté. Ah, ok. J'avoue. Très bien. Mais j'aurais mis 9 à Namri, oui, bien sûr. Pour résumer, messieurs, si on prend un peu de recul sur ce match, si vous deviez citer un top et un flop chacun, on va commencer avec toi, Pierre. Alors, en top... Ça peut être autre chose qu'un joueur, hein, si tu veux parler d'état d'esprit, de machin. Faisons de la philo, n'ayons pas peur. J'aurais bien aimé mettre Damry, mais on en a déjà parlé. Briançon, on en a déjà parlé. J'ai bien aimé aussi Lobry. Je trouve que c'est notre joueur le plus régulier, le plus constant. C'est un petit peu notre métronome au milieu de terrain. Il joue toujours juste. Donc moi, c'est vraiment un joueur que je veux plus voir sortir du 11. J'aime beaucoup Victor Lobry, personnellement. Ok, pour le top, je te rejoins. Hervé, toi, tu donnerais quoi comme top? Alors moi, je vais faire un petit peu de philosophie et parler d'état d'esprit et de machin. Je trouve qu'on a une équipe qui, dans l'ensemble, a été moins créative, mais qui, stratégiquement, tactiquement parlant, a bien répondu à ce que proposait Amiens. On l'a déjà dit, ils ont défendu en avançant. Ils ont été beaucoup plus dans l'action de ce fait-là que dans la réaction dans laquelle on les trouvait sur des matchs où, tant qu'on n'avait pas concédé le premier but, ça ronronnait un peu. Là, je les ai trouvés vraiment au point tactiquement, c'est-à-dire on défend en avançant, on laisse très peu d'espace au porteur du ballon, on vient bloquer à 2 à la récupération. Après, donc quelque part, en top, tu mets Batless. Ouais, clairement, moi je mets le choix stratégique, je pense assumer de Batless,
Et je pense que c'est là où, quand Batles nous dit va peut-être falloir faire moins de beaux jeux, mais engranger des points, c'était une phrase qu'il avait sortie quelques fois depuis 2-3 semaines. Moi, tant que ça se passe comme ça, qu'on n'est pas avec le fameux autobus ou 2 lignes de 4 resserrées devant notre but, tant que c'est en disant aux gars, vous défendez en avançant, vous restez compact entre les lignes, moi, ça me va qu'il y ait un petit peu moins de beaux jeux. Ouais. Parce que à regarder, ça reste quand même très intéressant d'un point de vue tactique. Donc vraiment, moi je mettrais Batles par rapport à la stratégie adoptée, la stratégie assumée. C'est sûr qu'en tant que supporter, on va pas se mentir, les 3 points, on les prend quelle que soit la qualité du jeu proposé là en ce moment. Et si je peux rebondir encore sur Batles, il y a un choix fort. Rebondis sur Green. Batles. Non, pardon. Par rapport au choix de Dreyer, à la place de Green, c'est quelque chose aussi qui, d'un point de vue purement management, lui fait dire qu'à mon avis, il a perdu Green pour un petit moment. Ouais. Parce que ça va être compliqué de le tenir prêt à redevenir numéro 1 très rapidement. Donc il y a un vrai choix. Le fait que Masson était sorti du groupe, on n'a pas les pourquoi des comment, même si on peut un petit peu s'en douter. Là aussi, c'est un choix fort. Donc Batles, moi, toujours très confiant pour sa réussite à Saint-Étienne. Il fait des choix forts, il les assume. Il parle foot avant, après match. Donc ouais, le top, vraiment Batles, clairement. Très bien, je te rejoins aussi. Dans le chat, les tops et les flops qui ressortent. Ensuite, je vous demanderai vos flops, messieurs. Les tops, chacun les siens. Donc, il y a Mouton, Amri. Dans les tops, il y a Briançon. J'ai vu Dreyer, j'ai vu Lobry, j'ai vu l'arbitre, le collectif et le parquage des supporters. Ah, le parquage des visiteurs. Encore une fois, on le dira jamais assez, mais qu'est-ce que c'est Comme à agréable chaque de fois. jouer à l'extérieur et d'entendre les supporters verts plus forts que les autres. Oh, quel kiff, bravo. Mais c'est pour ça que je l'ai mis en avant aussi. Il y a Batles. Ah oui, c'est vrai que Karl, tu y étais en plus. Merci à toi, merci Karl. C'est magnifique comme tous les parquages de Stéphano depuis le début de saison, c'est vraiment fou. Il y a Batles qui ressort aussi en top, il y a Dreyer. Et puis en flop, il y a souvent les mêmes, malheureusement, mais c'est Pintor, mais j'ai l'impression quand même qu'il revient un peu chaque semaine. Ouais. Il y a Pintor, il y a Petro qui revient aussi, il y a voilà, c'est les deux qui reviennent. Ok. Du coup, messieurs, Hervé justement, Pintor, tu rejoins ce flop-là? Tu l'aurais mis en flop aussi? Complètement, parce qu'alors après, oui, il provoque le penalty, mais sur le penalty, moi, je retiens surtout la passe passe superbe de Chambaud qui lui ouvre vraiment le chemin à prendre. Mais sinon, après, à part ça, Pintor, je sais pas trop, en fait, quelles sont vraiment ses caractéristiques. Moi, il me fait penser, je sais pas qui s'en rappellera, à Jorginho. Oui. Pareil. On avait recruté à Manchester City. Voilà, tout frêle, qui avait marqué, je crois, pour son premier ou deuxième match, qui avait fait 1 ou 2 passes décisives, et puis qui derrière, du Pintor, quoi, c'est-à-dire court à contre-courant, fait pas les bons appels, récupère aucun ballon, se fait bouger au moins de courant d'air, donc ouais, non, Pintor, c'est très très dur. Ouais. Pierre ? Pour rappel, Hervé, je sais pas si tu te rappelles, mais je crois bien que Jorginho, il avait été titularisé à Old Trafford. Oui, je crois, oui. Exact. Mais il n'y avait pas un truc avec Jorginho aussi, genre c'était un pote son agent était un pote de Ventier ou un truc comme ça. Ça expliquerait, ouais. J'ai aucune certitude sur ce que j'avance, mais il me semble avoir un vague souvenir de ça. Bon, bref. Je sais pas. Pour moi, en ce qui concerne Pintor, effectivement, c'est paradoxal parce que c'est lui qui provoque le penalty, mais personnellement, je trouve pas qu'il ait le profil pour être piston. Alors après, c'est à sa décharge, c'est Batles qui lui donne ce rôle. Mais pour moi, Pintor, ça doit être un ailier remplaçant ou si on joue dans ce système, mais pas plus. Hein. Je pense qu'il joue par défaut, mais malheureusement, je suis pas convaincu non plus par ce joueur et encore moins par le rôle qu'il a en tant que piston. Il y a Cauchemar qui parle dans le chat, qui dit Pintor, on dirait Baebek. Ouais, c'est pas gentil pour Baebek, quoi. Baebek qui est au fin fond de la Colombie maintenant quand même. Je veux dire, il est en Colombie maintenant, Jean-Christophe ? Il me semble. Ok. Bon, eh bien, messieurs, je pense qu'on a fait pas mal le tour sur cette victoire contre Amiens. Ça fait bien plaisir. Et je vais te laisser la parole maintenant, Hervé, pour ta chronique qui s'appelle donc L'amour est dans le pré. Attention, jingle Hervé. Hervé. L'amour est dans le pré. L'amour est dans le pré.
Hervé, c'est à toi, nous t'écoutons. Ah, l'amour est dans le pré, le bonheur est dans le pré, le bonheur est de retour dans le pré après cette victoire face à Amiens, car oui, il faut bien l'avouer, ce mois d'octobre en termes de jeu était aussi maussade qu'un dimanche sous la pluie. Le bonheur de ce samedi réside bien évidemment et surtout dans les 3 points. Pour les occasions, les belles actions à compiler, à empiler, les frappes cadrées, bon, il faudra patienter. De retour donc, car nous avons, avouons-le aussi, un mois de septembre qui lui nous avait fait penser que le beau jeu, les actions léchées à une touche de balle, les attaques placées, notre efficacité insolente, allaient être monnaie courante. Et nous pensions déjà tous que sans gagner l'ensemble des matchs, nous aurions au moins le bonheur, l'amour de voir du jeu et d'être régalés par des verres chaque week-end. Mais que nini. Et alors que nous pensions avoir droit au bonheur sur le pré, tous les soucis extrasportifs ont refait surface. On a eu droit à maison à vendre, Plaza, Stéphane, pas le libéraux à la longue tignasse et à l'accent improbable des années 70, était même déjà en place pour la visite des lieux. Ça partait pourtant bien, on a même eu droit à un dîner presque parfait entre Blitzer, Kaka et Roro. Presque parfait, car au moment de l'addition, personne n'a voulu raquer. Kaka et Roro, d'ailleurs, qui seront prochainement les héros de l'émission Patron Incognito, je vous en rappelle le principe. Une entreprise, un patron bien planqué, qu'aucun des salariés ne voit ni ne reconnaît, du sur-mesure pour notre duo. Alors on a quand même eu droit à un nouveau look pour une nouvelle vie, où tous les rois et reines du shopping ont pu se jeter sur les nouveaux maillots, nouveaux logos, etc. Bref, en interne, ça sent quand même un peu mauvais, un peu du cauchemar en cuisine stéphanoise. Heureusement, on a réussi à enrôler un top chef, notre Lolo national à nous, notre Zidane du pauvre, alors oui, ok, du très très pauvre, j'ai nommé Laurent Batles, qui malgré quelques turbulences, arrivera, j'en suis sûr, à mettre l'équipe et le club sur les bons rails, quitte à ce que ça ressemble un peu à Pékin Express. Je vous rappelle là aussi le principe, des galères à raison de 3 ou 4 par jour, un budget de 1 euro par jour pour le mercato. Là aussi, si c'est pas du sur-mesure, j'y comprends rien. Heureusement, en France, et plus précisément à Saint-Étienne, la France a un incroyable talent, l'effectif aussi. On a Lobry, avec sa technique aussi soyeuse que sa chevelure. On a Chambaud et Bouchoirie, à la vision de jeu aussi fine que leurs épaules. Et puis on a les jeunes, Aiki, Namri, Mouton et consorts, qui nous ont déjà montré sur nombre de séquences que l'on pouvait espérer mieux que ce mois d'octobre, que l'on devait voir mieux que ce match face à Amiens. Lolo devra donc faire attention à la marche. Il a encore quelques ingrédients à trouver pour être sacré meilleur pâtissier du Forêt, notamment au poste de gardien où il se demande encore qui veut prendre sa place. Il lui faut aussi trouver la bonne formule telle E égale M6 concernant sa défense et surtout les pistons. Mais bon, je ne vais pas lui apprendre son taf à Lolo. Pour le supporter que je suis, c'est une zone interdite. Il y a aussi les supporters, entre huis clos, grève, tambour, tout ça. On ne peut pas vraiment dire qu'on s'est marié au premier regard cette saison. Mais ce qui est sûr, c'est que eux, nous, supporters, nous sommes un des seuls éléments du club très largement à la hauteur d'un niveau supérieur que cette Ligue de BKT. Bref, du beau jeu, on en a eu un peu. On en aura beaucoup, c'est sûr. Mais plus que sûr, ce qui est capital, c'est de faire tourner le compteur point. Mission réussie pour ce week-end. Allier beau jeu et victoire, moi j'en prends le pari, Lolo va y arriver. Et à ce moment-là, les mecs, on se le dira tous, le bonheur, l'amour est vraiment dans le pré de GG. Eh ben, un grand bravo, merci Hervé pour ta chronique incroyable. Dis donc, après Joss Randall et Hervé, mes blagues sur les clubs de hockey finlandais font un peu pas le figure. Très très cool, franchement très très cool. Tu m'as un peu tué avec le Pékin Express, le mercato Pékin Express. Ben ouais, mais c'est tellement c'est très parlant. Alors le patron incognito, c'est quand même... oui. Bon, en tout c'est cas, quand ouais, même du sur-mesure. Tout le monde t'applaudit dans le chat. Bien sûr, si vous n'étiez pas en direct et que vous nous écoutez en replay, vous savez déjà qu'il y a les replays. Mais si vous êtes en direct, sachez qu'il y a aussi les replays. Si vous voulez réécouter la chronique d'Hervé, ce sera possible, bien sûr, sur Twitter, Facebook, YouTube, en podcast, sur la radio des Verts, Active, tout ça. Merci beaucoup, Hervé, de nous transférer ton optimisme. En même temps, je me suis mis la pression parce que je me suis dit je vais quand même faire ça avec un mec qui lui quand même met en place des pièces de théâtre. Oui, mais donc tu vois, je voulais pas faire ça n'importe comment quand même. Oh, c'est mignon. C'est fou toute la bienveillance et tout le bonheur qui se dégage de ta personne. C'est beau. Oh là là, merci. Bon.
Allez, avant de se rouler des pelles, on va passer à la dernière partie de cette émission. On va parler du prochain match. Et non, le prochain match n'est pas un match de championnat, ce sera un match de Coupe de France, notre entrée en lice contre Rodez. Jingle. Active Synthé Night Club. Le prochain match. Alors messieurs, le prochain match est donc contre Rodez. Ce sera ce samedi 29 octobre à 15h à Geoffroy Guichard. Déjà, première question qui m'intéresse et je vous la pose aussi à vous dans le chat. C'est quoi l'objectif pour vous de cette Coupe de France ? Vu la situation dans laquelle on est-ce qu'on s'en fout et priorité ultime au championnat ? Ou est-ce qu'au contraire, on lui donne quand même l'importance qu'elle a pour rester dans une bonne série, tout ça ? On va commencer avec toi, Pierre. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense que le premier objectif de cette coupe, c'est de prendre confiance. Ouais. C'est de s'en servir pour mettre des choses en place, sachant que Rodez, on va les rejouer 2 semaines après. Oui, ça fait toujours un à la peu maison. match aller-retour comme si on était en Ligue des Champions. Voilà, donc c'est ça. Aller-retour, mais les 2 à Geoffroy Guichard. Oui. Donc j'en ferai, voilà, ça peut nous permettre de relancer quelques joueurs, notamment des Mouefek, des So, des Nadé. Ça peut nous permettre de revoir le petit Namri. Donc après, en faire un objectif, c'est un petit peu compliqué parce qu'on sait très bien que maintenant on est en Ligue 2 et dans 2 tours, il y a les clubs de Ligue 1 qui arrivent. Donc à partir du moment où potentiellement on pourra jouer des équipes comme Rennes, comme Paris, comme Marseille, on sait que ça sera très difficile. Donc aller loin dans cette coupe, ça me paraît compliqué, mais voilà, prendre match après match et on verra ce que ça donnera. Hervé, quel est l'objectif sur cette Coupe de France pour toi ? L'objectif, honnêtement, c'est après, au vu du tirage. Alors oui, c'est Rodez qui a devant nous au classement, mais on est vraiment à touche-touche. C'est un match qu'on va jouer à la maison. Ça serait quand même de passer le tour. Moi, le regret que j'ai par rapport à ce match-là, c'est les quelques absences qu'on a, notamment Cafaro, et puis surtout Bakayoko et Aymen Aiki qui sont blessés. Parce que moi, vraiment, sur ce match-là, j'aurais fait vraiment tourner l'équipe. Et j'aurais mis un petit peu tous les jeunes qui ont grignoté un petit peu de temps de jeu, que ce soit Bakayoko, Aiki, Namri pour le revoir, Mouton, j'aurais vraiment installé au milieu. Alors, attends, moi, je me permets de te couper, mais est-ce que le risque de faire ça, vu qu'on les joue 2 semaines après, c'est on n'aura pas trop de repères quoi, si on joue pas du tout avec la même équipe 2 semaines plus tard ? Ouais, mais là, c'est pareil, c'est sur un match de coupe. Moi, honnêtement, je sais pas que je joue à la balance, la coupe, c'est pas ça. Mais j'aurais profité que ce soit un match de coupe pour un petit peu faire tourner, pour avoir des confirmations. Est-ce que Louis Mouton peut vraiment tenir la cadence au milieu, même si je suis persuadé que oui. Peut-être donner du temps de jeu à un garçon comme Mouefek. Moi, j'aurais profité vraiment de ce match de coupe pour faire une petite revue d'effectifs, garder quand même 1 voire 2 tauliers par ligne, si tant est qu'on ait des tauliers par ligne. Mais voilà, j'aurais vraiment vu... une compo un petit peu neuve. Batles, il l'a dit, il y a des jeunes qui auront du temps de jeu, pas parce qu'ils sont jeunes ou mais parce qu'ils l'auront mérité. Je trouve qu'au vu de certains bouts de match il y en a certains qui méritent d'être titularisés. Ouais. Je trouve qu'on prend moins de risques, tant pis si on se fait taper en coupe, mais on prend moins de risques à le faire là en coupe que de le faire en championnat. Ok, dans le chat, les gens sont d'accord avec nos chroniqueurs. J'ai l'impression que, même s'ils ne l'expriment pas de la même façon, Pierre et Hervé sont plutôt d'accord sur le fait de quand même faire tourner un petit peu. Dans le chat, il y a un peu de tous les avis, mais il y a John qui nous dit, avec un peu de sarcasme, d'ironie, je pense, il y a une place en Europe à aller chercher au bout. C'est vrai. Charles Zacking qui nous dit, faut passer ce tour, on va jouer contre Roche la Molière derrière, ça vaut le coup. Il faut la jouer à fond pour Quentin. L'objectif, c'est de faire briller Pintor avant le mercato pour, encore une fois, John. Medivh qui nous dit on s'en fout de la coupe, mais il faut gagner, donc on s'en fout pas. Non mais ça paraît bête, mais je trouve que c'est assez juste parce que mine de rien, si on perd là pour le moral, ça va quand même faire bien chier. Alors ok, on s'en fout de la Coupe de France, mais ça casserait la dynamique de une victoire quoi. Là, ça casserait la série. Ouais, après il y a Godory qui nous dit encore heureux qu'on la joue, on est synthé quand même, et là il n'y a pas Duprat pour nous faire éliminer comme des chèvres. Je pense pas qu'il y avait que Duprat le responsable de la défaite contre, il me semble que c'était en Gironde, mais j'ai oublié le nom de l'équipe, bref.
Il y a Albert qui nous dit on doit être sérieux en Coupe de France car des victoires nous rapporteront plus de confiance et donc on sera meilleur en Ligue 2. Il faut s'offrir un match de prestige contre une Ligue 1 pour Green Prospect. Du coup, j'en profite pour rappeler qu'après ce 7e tour, si on se qualifie, il y a encore un 8e tour courant novembre avant de rejoindre les Ligue 1 qui rentrent en 32e de finale en janvier. Piazza Le Breton qui nous dit il faut la jouer cette coupe et ça peut peut-être permettre de se faire plaisir et de se donner confiance pour le championnat. Donc en fait dans le chat c'est plutôt oui, on joue la coupe à fond. En tout cas ce tour-là. Ouais. Voilà. Pour rester dans la dynamique, quoi. Et ben messieurs, vous qui parliez plutôt de éventuellement faire une petite rotation, je vais venir vous voir pour que vous me donniez votre compo pour le prochain match. J'ai à disposition, hop, non, c'est pas là. Hop, ici, le petit outil effectif du site peuplevert.fr, site de référence pour suivre l'actualité des Verts, bien sûr. Qui veut commencer avec sa compo? Avec sa compo et son prono, d'ailleurs, dans le chat, commencez à donner vos pronos également. Allez, moi je m'y jette. Je touche pas les 3 de derrière parce que comme je l'ai dit, j'aurais bien aimé voir Bakayoko, mais qui est indisponible sur ce match-là. Déjà, tu restes avec le même système. Alors là, le système que j'ai mis est pas exactement le bon, mais toutes les formations sont pas disponibles, donc je suis parti sur un 3-5-2. C'était le plus proche de ce qu'on avait fait. Ouais, voilà, mais on va garder ça. À la place de Lenny Pintor, je mets Aymen Aiki. Ok. Qui avait été un petit peu utilisé à ce poste-là et qui n'avait pas été pire de toute façon que Pentor. Je laisse Namri. Attends, parce que Aiki, on n'avait pas dit qu'il était indispo? Ah si, aussi, pardon. Coup dur. Exact, en plus je l'avais noté, tu vois. Donc écoute, je tenterai Mouefek à ce poste-là. Ok, à gauche. Parce qu'en plus, Mouefek, ouais, je voudrais le voir quand même sur le terrain, Mouefek. Mouton, clairement, reste sur le terrain, mais à la place de mon conduit. Ok. Et je fais rentrer également dans ce milieu le petit Bouchoirie. Ok, donc à la place de mon conduit ou l'Aubry? Ou Chambaud? Ouais, mais là, comme tu l'as mis, là, tout va bien. Okay. Attendez, j'ai beaucoup pour dire que Bouchouari est suspendu. Ah. Bon, ben ok, d'accord. Super. Ouais, donc c'est vraiment ça, c'est Pékin Express, quoi, ce match-là. Quoi. Du coup, bon, mais on va laisser Thomas mon conduit. Après, pareil, j'ai vu passer dans le chat, mais en attaque, on avait. Tu parlais de Saïdousso, tu mettrais Saïdousso du coup ou... Ouais, là, je sais plus trop, du coup. Sinon, j'aurais fait reculer Dylan Chambaud à la place de mon conduit et j'aurais mis Yanis Léry avec Wadji, mais je sais pas si Yanis Léry est. Alors, il n'est pas dans ma base de données, mais imaginez-le. Ouais. Voilà. Ok, Dak. Donc là, vous imaginez Yanis Léry devant avec. Non, du coup, je vais relever la question qu'on a posée à Green Prospect et sa réponse. Green Prospect qui nous dit. Il joue même pas encore avec la réserve, donc pas avant l'après-coupe du monde pour le voir en pro, pourquoi pas. Okay. Bon, très bien. Bon, bah, tu te confrontes au dilemme des entraîneurs, tu veux mettre des joueurs qui sont blessés, terrible. Je mets Billet avec Wadji. Ok, Darnell. Voilà, histoire de distribuer 2-3 claques si les ruténois s'enflamment un peu. Très bien, et ton prono? Mon prono, on va les bousiller 3-0. On va les bousiller 3-0. Eh ben écoute, on espère. Mon cher Pierre. Pas très loin, je vais aller leur faire un petit peu la cantine, je vais les intoxiquer. Oh mais non, avec ta cantine, tu les régaleras. Oui, mais je sais, voilà. Je sais faire autre chose. Pierre, est-ce que tu restes en 3-5-2 et si oui, qu'est-ce que tu changes? Ouais, alors moi je reste en 3-5-2, donc je laisse Dreyer dans la cage. Ouais. Et pour ma défense, je prends en compte le fait que Giraudon et Petro sont sous la menace d'une suspension s'ils reçoivent un prochain jaune. Donc ça fait une défense centrale Sceaux, Briançon, Nadé. Comme ça donne un peu de temps de jeu à Sceaux et Nadé. Sur les côtés, je redonne la chance à Namri côté droit. Et par défaut, je mets Masson piston gauche, parce que je pense qu'on n'a pas mieux sous la main dans l'effectif. Je fais un milieu de terrain avec mon conduit, Mouefek et l'Aubry. Je mets Chambaud en 10
qui donne les ballons à Wadji, qui lui aussi est sous la menace d'une suspension. Mais on n'a pas trop le choix. Vu que Crasso est pas là, il faut bien mettre un attaquant. Donc voilà la compo que je ferai. Et en ce qui concerne le prono, c'est vraiment dur à dire parce que je ne sais pas du tout si Rodez va jouer le coup. Enfin, je pense que ça devrait passer. Je dirais 2-1, but de Wadji et Chambaud. Ok, eh ben super, merci beaucoup. Une victoire de ton côté aussi. Dans le chat, les pronos, il y a quoi qui a été donné? Il y a David qui nous dit prono 3-1 donc pour Saint-Étienne, victoire 2-0 avec des buts de Chambaud et Wadji pour Quentin. 3-0 pour Saint-Étienne, c'est Piazza le Breton. Victoire 3-1 pour VR85. 2-0 pour Céline. Victoire 2-0 pour JL. Voilà. Et moi, je vais donner le mien parce qu'en plus, c'est le retour du COP Sud. Il faut pas oublier ça. Donc, c'est très cool qu'il y ait une petite victoire à la clé. Du coup, victoire 2-0 à un nouveau clean sheet. Voilà. Et Joss qui dit 9-0, 3 transformations de l'Aubry. Eh ben, écoutez, on verra ça samedi. Donc rendez-vous pour le match contre Rodez à 15h ce samedi. Merci beaucoup, messieurs. Merci Hervé, merci Karl, merci Pierre d'avoir fait cette émission avec moi. Merci le chat d'avoir été présent. Merci à vous qui avez regardé cette émission en replay ou qui l'avez écouté sur Active, la radio des Verts. On se donne rendez-vous la semaine prochaine en compagnie de Kevin Kekewet. Je lui souhaite d'avoir une victoire à débriefer. Et on se dit à la semaine prochaine. Allez, les Salut Verts. Ken. Allez les Verts. Ciao.